Le monde est dominé par l'Ouest depuis longtemps. L'Europe d'abord, puis l'Amérique du Nord, compte aujourd'hui parmi les principales puissances mondiales. Après la dissolution de l'Union soviétique, certains pensaient que cette réalité ne serait plus jamais remise en question. Mais voilà qu'à l'Est, deux géants se présentent, la Russie et la Chine. Tous deux ont connu la guerre froide et cherchent à se faire la plus grande place possible au soleil. Tous deux ont connu la révolution socialiste, mais n'ont cependant plus rien à voir avec ce passé drapé de rouge. Là où ils diffèrent, c'est que l'un de ces deux géants s'en réclame toujours. Aujourd'hui, le développement des puissances impérialistes à travers le monde ne fait qu'assurer une nouvelle guerre mondiale. Un nouveau grand conflit impérialiste pour le repartage du monde déjà rendu inévitable. Le brouillard de guerre est dense, et dans la confusion naît une question, encouragée par les mensonges des impérialistes à l'ouest et des propagandistes à l'est. La Chine, ce nouveau grand rival sur la scène internationale, est-elle socialiste ? Cherche-t-elle à atteindre le communisme ? La question « La Chine est-elle communiste ?» ne nous vient pas simplement par curiosité. C'est une question d'importance à notre époque, car si la réponse est positive, alors il nous faudrait, en tant que révolutionnaires, soutenir la Chine comme patrie des travailleurs. A l'inverse, si la réponse est négative, il faudrait la dénoncer et l'inscrire sur la liste des exploiteurs qui ne cherchent qu'à renforcer leur emprise, et la traiter comme une partie du vieux monde que nous voulons renverser. Nous n'attendrons pas la fin de ce documentaire pour préciser notre position. Nous pensons en effet que la Chine n'est pas communiste, qu'elle n'est pas socialiste. C'est en réalité une puissance sociale impérialiste, c'est-à-dire socialiste en apparence et impérialiste en acte. Mais il nous revient de le prouver. Nous allons devoir mener une enquête rigoureuse. Nous nous intéresserons premièrement à l'histoire de la République populaire de Chine, en particulier depuis la prise de pouvoir de Deng Xiaoping. Ensuite, nous porterons notre regard sur le modèle économique de la Chine, aujourd'hui, et ses interventions à l'étranger, de plus en plus fréquentes avec le temps. Avec cela en tête, nous pourrons en venir à une conclusion qui nous aidera à mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons. Avant toute chose, nous devons définir ce qu'est le socialisme. Le socialisme, c'est la phase de transition entre la société capitaliste et la société communiste. Cela n'a rien à voir avec le Parti socialiste, qui n'a de socialiste que le nom, et qui s'inscrit pleinement dans le cadre du système institutionnel bourgeois français. Le socialisme est le nom donné à la société qui est créée après la prise de pouvoir par les révolutionnaires, menée par un parti communiste. Il est donc une phase de développement du processus révolutionnaire. Concrètement, au cours de la phase socialiste, les moyens de production, c'est-à-dire tout ce qui sert de manière directe ou indirecte à produire des marchandises, usines, outils, moyens de transport des marchandises, terres agricoles, entreprises, etc., sont socialisés. Cela signifie que les bourgeois qui les possédaient dans le cadre du système capitaliste sont expropriés et que ces moyens de production sont mis en commun. Le socialisme débarrasse ainsi petit à petit la production de l'exigence de profit et de rentabilité, mettant au premier plan le fait de produire pour servir les intérêts du peuple. Dans le cadre du socialisme, puisque la bourgeoisie a été expropriée et que les moyens de production ont été mis en commun, c'est le prolétariat qui a le pouvoir et qui contrôle l'appareil d'État. Il s'agit d'un renversement total du pouvoir, puisque dans le cadre du système capitaliste, la bourgeoisie détient le pouvoir et le prolétariat est la classe dominée, qui subit la gouvernance de la bourgeoisie. Sous le socialisme, c'est l'inverse. C'est le prolétariat qui détient le pouvoir et c'est la bourgeoisie qui devient la classe dominée. C'est ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Une dictature exercée par la majorité du peuple contre la minorité d'exploiteurs, de parasites contre-révolutionnaires,
qui dans l'ancienne société détenait les clés du pouvoir et exploitait le prolétariat. Sous le socialisme, la production est planifiée à l'échelle de toute la société, pour servir au mieux les intérêts du peuple. Concrètement, cela signifie que régulièrement, tous les 5 ans par exemple, un plan de production est édité dans le but de développer la société, d'améliorer les conditions de vie du peuple et donc de produire ce dont la population a besoin. Et nous ne parlons pas ici uniquement de besoins vitaux, mais également des loisirs et de tout ce qui rend la vie agréable. Le socialisme n'est cependant qu'une phase du développement de la révolution, car sous le socialisme, la révolution n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Le socialisme, c'est la transition entre le capitalisme et le communisme. C'est le moyen de parvenir à une société débarrassée de l'exploitation et de l'impérialisme. En effet, comme Karl Marx nous l'enseigne, le communisme réel ne peut exister qu'à l'échelle mondiale, une fois que tous les peuples du monde auront fait la révolution, renversé le système de leur pays respectifs et développé le socialisme. Alors seulement, les États, dans leur forme socialiste, pourront disparaître totalement, car rendus inutiles, et le communisme pourra advenir à l'échelle mondiale. Pour rester centré sur le sujet, nous n'allons pas développer plus que nécessaire la période allant de la révolution chinoise de 1911 à la prise de pouvoir de Deng Xiaoping, le principal artisan de la restauration capitaliste du pays en 1978. Néanmoins, un rapide survol est nécessaire pour une bonne compréhension des phénomènes que nous abordons. Des années 1800 à 1900, la Chine était déjà passée d'une des principales puissances du monde féodal mourant à un état misérable, victime de l'impérialisme européen. La dynastie des Qin gardait difficilement le contrôle de son propre territoire face à des insurrections répétées, alors que les franges les plus conservatrices et réactionnaires de ses dirigeants gardaient le pays loin de tout espoir de modernisation significative. L'exploitation du peuple chinois s'est accumulée jusqu'en 1911, lorsqu'éclate la première révolution chinoise, lancée par les modernistes qui, face à l'immobilisme et à la répression, se sont radicalisés jusqu'à porter des idées républicaines et anti-monarchistes. Un an plus tard, Puyi, l'empereur enfant, abdique, et c'est le Kuomintang, parti nationaliste et républicain progressiste, qui assume le pouvoir, sans pour autant avoir le contrôle total du pays face au reste de l'administration féodale et de ses généraux. La situation est profondément instable, chacun tire la corde dans son camp. Finalement, c'est avec les incursions japonaises visant à faire de la Chine un protectorat japonais, et la tentative du principal maître des forces armées de la dynastie, Yuan Shikai, de se faire proclamer nouvel empereur, que le pays retombe définitivement dans le chaos. Le Kuomintang est désorganisé. S'installe alors la période dite des seigneurs de guerre. Les généraux, en bons charognards, tentent tous de prendre un petit territoire, agissant comme des bandits, espérant devenir un jour ou l'autre les maîtres du pays par la barbarie. Le Kuomintang reçoit l'aide de l'Union soviétique dans sa refondation, qu'elle épaule pour reprendre le contrôle du sud-est du pays. Le Japon commence déjà à cette époque à se tailler des parts du pays. Ce n'est que le début de l'influence japonaise sur le territoire chinois. En 1921, le Parti communiste chinois est fondé et s'allie au Kuomintang, contre les impérialistes et leurs marionnettes sur le territoire. Mais après la mort de Sun Yat-sen, dirigeant progressiste du Kuomintang, c'est Chiang Kai-shek qui prend la suite et lance rapidement des purges contre les communistes, purges qui mèneront à des tragédies comme le massacre de Shanghai en 1927, qui fera 5000 victimes. Tandis que Chiang Kai-shek solidifie son pouvoir face aux portions progressistes du Kuomintang, les communistes se concentrent dans le Jiangxi et intensifient leur travail d'organisation des masses, ce qui permet la fondation d'une république soviétique chinoise. En septembre 1931, les Japonais prennent la Mandchourie, une zone du nord-est de la Chine. Puyi, l'empereur chinois destitué, est remis sur le trône en tant que marionnette japonaise. Les réactionnaires à la tête du Kuomintang continuent cependant leur assaut contre les communistes et mettent fin à la République soviétique chinoise. Le peu de communistes restants entameront alors la fameuse Longue Marche, qui permettra la remise sur pied du mouvement révolutionnaire et durant laquelle Mao Zedong devient une figure importante du Parti communiste, reconnu pour sa qualité de dirigeant et d'organisateur.
Le Japon poursuit sa politique d'expansion sauvage et force même le très réactionnaire Chiang Kai-shek à chercher une nouvelle alliance avec les communistes. C'est le deuxième front uni chinois. Les affrontements entre le peuple chinois et les agresseurs japonais se feront dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut une période de lutte héroïque qui se solde avec la capitulation du Japon en 1945. Les soviétiques, à la suite de leur invasion de la Mandchourie, laissent ce territoire au Parti communiste chinois, qui est devenu entre-temps une force populaire de premier plan dans le pays. Évidemment, le Kuomintang réactionnaire relance dès que possible la guerre civile en attaquant les communistes. Mais ce sont ces derniers qui prennent le dessus, en faisant preuve d'une intelligence stratégique remarquable, tout en se concentrant sur la principale catégorie de travailleurs du pays, la paysannerie. En 1949, la République populaire de Chine est proclamée, et les réactionnaires du Kuomintang fuient vers Taïwan. Ils y resteront jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, le gouvernement de Nouvelle Démocratie, créé par le Parti communiste chinois et les masses du pays, se met au travail. La réforme agraire chinoise permet la répartition des terres aux paysans chinois qui, pour 300 millions d'entre eux, n'en possédaient jusqu'à présent aucune. Toutes accaparées par les propriétaires terriens. Des coopératives socialistes et des communes populaires voient le jour durant cette période. Le pays suit la voie tracée par l'Union soviétique, en se basant principalement sur l'industrie lourde, et envoie sa jeunesse en URSS pour y apprendre auprès de leurs camarades plus expérimentés. La lutte contre la restauration du capitalisme commence, avec différentes campagnes comme celle des 3 et 5 Antilles, contre la corruption, ou celle des 100 fleurs, qui permit au peuple chinois de se saisir du pouvoir en libérant sa parole. Suivra par la suite le bien connu Grand Bond en avant, un grand projet de modernisation et de réorganisation de l'industrie dans le pays par différentes méthodes, comme la multiplication des communes populaires ou les cantines collectives. À partir de 1956, les relations auparavant fraternelles entre la Chine et l'Union soviétique se détériorent, notamment suite aux efforts de Khrouchtchev en URSS pour salir le nom de Staline après sa mort, sous couvert de déstalinisation et de lutte contre le culte de la personnalité. Dans le même temps, les révisionnistes comme Khrouchtchev travaillent d'arrache-pied pour détruire les acquis socialistes du pays et permettre la restauration du capitalisme en URSS. Mao le critiquera fortement et le Parti communiste chinois refusera de se joindre au carnaval des opportunistes qui saisit alors la plupart des partis communistes du monde, en particulier les partis européens. Pendant toute la période évoquée, et cela depuis 1949, une lutte de lignes féroces a lieu au sein du Parti communiste chinois. C'est la ligne de droite, une ligne qui s'oppose au développement du socialisme et qui brandit toutes les excuses possibles pour freiner la révolution, qui prend temporairement les commandes en 1959, Liu Shaoqi devenant président de la République populaire de Chine. Lui, Deng Xiaoping et d'autres tenants de la ligne de droite contre-révolutionnaire tentent de faire prendre à la Chine socialiste la voie de la restauration capitaliste, comme en URSS. Leurs ambitions seront cependant mises à mal avec la grande révolution culturelle prolétarienne, durant laquelle la jeunesse chinoise se saisit de son avenir et prend résolument part à la vie politique, économique et culturelle du pays, luttant durement pour la sauvegarde et l'expansion des acquis socialistes et contre les efforts de ceux qui tirent les ficelles d'une contre-révolution. Il s'agissait là de l'expérience la plus avancée de lutte des classes vers le communisme atteinte jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Liu Shaoqi est défait de ses fonctions de président, et les liquidateurs sont pour une bonne partie d'entre eux expulsés du parti. La pensée Mao est de nouveau mise en avant et le socialisme se développe et s'affermit, avec de nombreuses expériences de réorganisation des communes locales, des changements de fonds au niveau économique et un épanouissement toujours plus grand des larges masses chinoises. L'économie nationale connaît une très forte croissance, accompagnée d'une amélioration très nette du niveau et de l'espérance de vie. La révolution culturelle à elle seule ne sera cependant pas suffisante. Trop peu, trop tard, comme dira le leader communiste. À sa mort, les plus modérés permettront aux liquidateurs de réintégrer le parti et d'en prendre la direction par la force. Une terrible répression s'abat alors sur des dizaines de milliers de véritables communistes qui restent fidèles au marxisme et à la pensée de Mao. Ils sont torturés, exécutés et jetés en prison, comme ce fut le cas des plus grands partisans de la ligne rouge. Jiang Xin, Chang Chungchao, Yao Wenyuan
et Wang Wangwen, surnommée la Bande des Quatre. C'est un coup d'État aux intentions sordides. En 1978, Deng Xiaoping prend les rênes du pays. C'est sous sa poigne de fer que la Chine connaît l'extinction du socialisme sous tous ses aspects et la réapparition du capitalisme. Mais avant d'en arriver à cette terrible période, maintenant que vous avez un peu de contexte, nous allons devoir revenir quelques années en arrière pour mieux comprendre les origines d'un tel revirement. Retournons donc en 1956. C'est l'année durant laquelle, en Union soviétique, les fossoyeurs du socialisme fortifièrent leur emprise sur le pouvoir avec Nikita Khrouchtchev à leur tête. C'est à cette époque qu'ils révélèrent leur rapport secret, qui n'avait en soi rien de secret, mais qui devait faire le tour du monde. Ce document falsifie l'histoire de l'Union soviétique et couvre Joseph Staline, mort 3 ans auparavant dans des conditions douteuses, d'insultes, de mensonges, d'attaques fourbes, reposant sur la propagande de guerre nazie de Goebbels et sur les vociférations de Trotsky, opportuniste et saboteur notoire. Pourquoi faire une telle chose? Pourquoi salir l'histoire de leur propre pays et d'un dirigeant jusqu'à présent adoré à travers tout le globe et qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui? Derrière de fausses implorations d'être pardonnés, il y avait l'intention de moderniser le pays, comme ils le prétendaient. En clair, d'abandonner tout ce qui avait été bâti par Lénine, Staline et leurs camarades. En effet, à cette période, les masses soviétiques n'avaient jamais été, depuis la Révolution, aussi pétries d'ambition pour le socialisme et pour le communisme. La grande guerre patriotique contre les fascistes à l'ouest et à l'est était encore dans toutes les mémoires, et chacun participait à la grande remise sur pied de la nation. Il était alors hors de question pour les bureaucrates et autres révisionnistes de résumer la chose d'un revers de main, en clamant que le socialisme ne marche pas, sans y perdre quelques plumes. En révélant, selon eux, d'horribles secrets sur Staline, en criminalisant la construction du socialisme tel que son gouvernement l'avait mené, ils s'attaquaient au final aux fondations du socialisme, sous couvert de faire amende honorable. Khrouchtchev opéra donc une relativement pacifique contre-révolution et mit en place des réformes capitalistes en essence, jusqu'à réduire le socialisme en miettes, sans avoir à faire face à trop de résistance de la part du peuple. Il y en a eu, mais trop peu. La direction, l'idéologie, l'économie, tout cela avait changé en quelques années, mais les drapeaux rouges restaient, les portraits de Lénine aussi, et le vocabulaire aussi. Ne l'oublions pas, ce magnifique vernis qui en trompe encore certains aujourd'hui. Le Parti communiste chinois, lui, fit partie de l'avant-garde de la guerre idéologique qui était alors née, révélant au monde dans une série de lettres ouvertes à Khrouchtchev qu'en URSS, il n'y avait plus de socialisme, il n'y avait plus de dictature du prolétariat, que le capitalisme était maintenant le dieu inavoué du Kremlin. Ces échanges de lettres, connus aujourd'hui comme la Grande Polémique ou le Grand Débat, permirent à la Chine de développer sa vision du socialisme, une société de transition émergente du capitalisme, dans laquelle la lutte des classes était toujours d'actualité, plus féroce même qu'auparavant, nécessitant un état de dictature du prolétariat, sous la direction du Parti communiste, pour mener activement la bataille à son terme et empêcher le rétablissement du capitalisme, le retour de la bourgeoisie au pouvoir. C'est Mao Zedong, père fondateur de la Chine socialiste, qui fut au centre de cette théorisation de la continuation, accentuée, de la lutte des classes sous le socialisme. Vladimir Lénine et Joseph Staline avaient déjà écrit sur le sujet à plusieurs reprises. Mais c'est bien Mao et le Parti communiste chinois qui, en analysant ce qui avait lieu en URSS et dans leur propre pays, donnèrent une forme concrète à la question, par la nécessité pratique de s'y attaquer. Concluant donc avec justesse que l'Union soviétique avait changé de camp, ils en conclurent aussi qu'une telle chose pouvait et allait arriver à la Chine si rien n'était fait. Cette lutte des classes sous le socialisme prenait de nombreuses formes, dont celle d'une lutte de ligne idéologique au sein même du Parti communiste, entre la ligne rouge et la ligne noire. De telles luttes de ligne prolétariennes, contre-bourgeoises, n'étaient pas inconnues au Parti communiste chinois. Elles ne sont inconnues à aucun parti communiste. Avant même la victoire de la guerre populaire et l'établissement de la République populaire de Chine, de telles luttes avaient déjà eu lieu au cours desquelles les lignes opportunistes, qu'elles se présentent de gauche ou de droite, avaient été défaites par la ligne rouge, incarnée le plus souvent par le président Mao.
Mais à de nombreuses reprises, elles furent capables d'infliger d'importants dégâts au parti et à la Révolution, dont il fut difficile de se remettre. Après le grand bond en avant, lancé en 1958 entre autres par Mao, il fut attaqué par la droite du parti. Le grand bond fut condamné comme trop radical, et ses résultats considérés comme désastreux. Toujours aujourd'hui, il est encore présenté comme une catastrophe cataclysmique tant par la Chine capitaliste que par l'Ouest. Le grand bond en avant donne à la Chine un système de communes populaires, des formes d'organisation éminemment communistes. Sans trop s'étendre sur le sujet, le but du bond était de faire de la Chine un pays indépendant, autosuffisant, en particulier de l'Union soviétique, et d'industrialiser le pays. De 1949 à 1976, date de début et de fin de la Chine socialiste sous Mao, l'espérance de vie de la Chine passa de 35 ans en moyenne à 65 ans. La production industrielle fut plusieurs fois multipliée. Il s'agissait donc là de franches réussites. Les erreurs, qu'elles soient véritables ou imaginaires, du grand bond furent utilisées contre le président Mao, en particulier par Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, les figures de proue de la droite du parti, et cela malgré le fait qu'ils aient tous deux été d'enthousiastes partisans du grand bond en avant, et de mesures imprudentes et fantasques. La lutte de lignes prit la forme suivante. La ligne rouge soutenait les mots d'ordre de faire la révolution et promouvoir la production, alors que la ligne noire clamait que les forces productives devaient être le centre de toute l'attention pour espérer un jour atteindre le socialisme. Cette théorie des forces productives est aujourd'hui encore utilisée par le soi-disant Parti communiste chinois de cette manière. Dans notre situation actuelle, la contradiction principale de la société chinoise est celle des besoins matériels et culturels toujours grandissants du peuple face au faible niveau de production du pays. Cette ligne économiste n'est donc pas seulement celle de l'actuel gouvernement chinois, mais celle de toute la droite du parti depuis la fondation du pays en 1949. C'est donc ainsi que se manifestait la lutte de ligne au sein du parti, continuer la lutte des classes ou la modernisation des forces productives. Deng Xiaoping le formula ainsi. La tâche principale du socialisme est celle de développer les forces productives. Il s'agit d'un point trop peu pris en compte jusqu'à présent depuis la fondation de la République populaire de Chine. Nous devons porter attention au développement des forces productives. Il est important de signaler que si Mao et la ligne rouge mettaient bien plus en avant la continuation de la lutte des classes, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient contre la modernisation ou le développement des forces productives, comme on a pu le voir justement avec le grand bond en avant, qui avait exactement cela comme but premier. Pourquoi Liu Shaoqi et Deng Xiaoping étaient donc si remontés, si le grand bond en avant était une grande avancée vers leurs soi-disant objectifs? Car leur vision, ainsi que celle de l'actuel PCC, d'une concentration sur les forces productives, n'était pas honnête, et visait davantage à mettre sous silence la lutte des classes comme force motrice principale du socialisme. Il ne s'agissait, en soi, que de tentatives de légitimer la prétendue nécessité de réformes capitalistes ainsi que l'arrêt de la transition socialiste aux yeux du peuple chinois. C'est dans ce contexte que Mao et le reste de la direction du Parti communiste chinois prirent l'initiative de lancer la grande révolution culturelle prolétarienne en 1966. Pour nous aider à mieux la comprendre, voilà ce que dit Mao en 1967. Notre révolution, la grande révolution culturelle prolétarienne, est une révolution sous dictature du prolétariat et nous l'avons lancée nous-mêmes. La raison est qu'une partie de la structure de cette dictature du prolétariat a été spoliée au prolétariat et appartient maintenant à la bourgeoisie. Voilà pourquoi nous devons mener cette révolution. Cette déclaration est à mettre en parallèle à ce qui était dit dans Léninisme ou social-impérialisme au sujet de l'Union soviétique. Depuis que la clique des renégats révisionnistes soviétiques usurpa le parti et le gouvernement, la bourgeoisie soviétique privilégiée a grandement élargi son pouvoir politique et économique, et se mit à occuper la position de classe dominante. Et de cette position a émergé une classe monopoliste de bureaucrates capitalistes, c'est-à-dire un nouveau type de grande bourgeoisie dominant l'ensemble de la machine étatique et contrôlant toute la richesse sociale. Pillait sans scrupule l'État et détournait à loisir les fruits du travail du peuple soviétique, de quelque manière que ce soit. Ainsi, en août 1966,
le comité central du parti passe à sa première résolution pour la révolution dans laquelle on voit que quand bien même la bourgeoisie a été détrônée, elle tente toujours d'utiliser les vieilles idées, les vieilles habitudes, cultures et coutumes réactionnaires pour corrompre les masses, capturer leur esprit et les préparer à son retour. Le prolétariat doit s'atteler à faire l'exact contraire. Il doit se saisir de ce nouveau défi idéologique et utiliser les nouvelles idées, habitudes, cultures et coutumes pour changer en profondeur la mentalité des masses, de l'entièreté de la société. Actuellement, notre but est de renverser ceux qui dans la direction prennent la voie de la restauration capitaliste, de critiquer et éjecter les autorités académiques, réactionnaires et bourgeoises, et les idéologies tout aussi bourgeoises pour transformer l'éducation, la culture, l'art et toutes les autres parts de la superstructure ne correspondant pas à la base économique socialiste. De cette manière, nous faciliterons la consolidation et le développement de notre système socialiste. Voilà donc le programme du mouvement révolutionnaire le plus avancé de l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. La révolution se déroulera sur 10 ans avec des points chauds et des points froids, au cours desquels seront destitués Liu Shaoqi et Deng Xiaoping pour avoir été des partisans de la restauration capitaliste et de la ligne noire. Ils furent tous deux forcés de démissionner de leurs fonctions. C'est ensuite en 1974 que, par des mesures de réhabilitation du Premier ministre Zhou Enlai, Deng Xiaoping fut permis de rejoindre à nouveau les rangs du Parti communiste chinois à un poste important. Encore une fois, il tenta de mettre en pratique les plans de la ligne noire et fut de nouveau exclu. Mao, à cette époque, était malade, et les droitiers du parti n'étaient pas assez puissants suite à la révolution culturelle pour se permettre de mettre quelqu'un au poste de Premier ministre. Après la mort de Zhou Enlai, ils décidèrent donc de pousser au compromis en faisant nommer Hua Guofeng, un centriste notoire. La ligne rouge du parti lança une nouvelle offensive idéologique contre la ligne noire. Mais avec la mort de Mao Zedong, Hua Guofeng lança lui aussi sa propre attaque contre les révolutionnaires. Ceux qui furent surnommés la bande des quatre furent arrêtés et jugés coupables sur de fausses accusations de meurtre durant la révolution culturelle. Ces dirigeants révolutionnaires étaient Jiang Xin, veuve de Mao, Chang Chungchao, Yao Wenyuan et Wang Hongwen. Hua mit un terme définitif à la révolution culturelle et fit tout son possible, effort continué par ceux qui allaient le suivre jusqu'à aujourd'hui, pour dépeindre ce passage de l'histoire chinoise comme une tragédie macabre. Sûrement l'était-elle, pour eux et leurs ambitions. Hua avait alors déclaré que Mao n'était pas responsable pour la révolution culturelle, et que c'était la bande des quatre qui était aux commandes durant cette période. Ainsi, Hua attaquait les enseignements de Mao sous couvert de le défendre. De quoi nous rappeler dans une certaine mesure Khrouchtchev qui avait attaqué le socialisme sous couvert de le défendre. Une telle rupture dans la politique chinoise fut possible car Hua avait sécurisé de nombreux supports dans la direction de l'armée, entre autres et dans la ligne noire du parti. Il y eut même une unité secrète parmi les services secrets chinois qui furent chargés d'arrêter les leaders révolutionnaires du pays de manière coordonnée. Deng Xiaoping revint de nouveau au sein du parti à un poste important. En 1977, il devint vice-président du parti, vice-président de la commission militaire du parti et président de la direction générale de l'armée populaire de libération. De là, il manœuvra tout aussi sournoisement que Hua pour le détrôner et prendre sa place en 1979, depuis les recoins sombres de la bureaucratie. Contrairement à ce dernier, Deng était partisan d'une libéralisation totale du marché chinois sous couvert d'un socialisme aux caractéristiques chinoises. La contre-révolution bourgeoise était victorieuse, comme elle l'avait été en Union soviétique en 1956. La révolution culturelle avait été un succès pour ce qui était de faire sauter les quartiers généraux de Liu Shaoqi. Sur cet aspect, il s'agissait d'une franche réussite et avait fait sérieusement reculer les forces contre-révolutionnaires au sein du gouvernement chinois et du parti ainsi que dans la culture. Mais pas seulement. Durant la révolution culturelle, la croissance de la production industrielle avait atteint 13,5% par an. Un résultat impressionnant qui dépassait largement celui de l'Allemagne, du Japon ou de l'Union soviétique. Un fait qui à lui seul met encore à mal les mensonges sur cette révolution qui aurait été une catastrophe pour le pays ou même une quasi-guerre civile.
Il s'agissait donc d'un grand outil que le Parti communiste chinois avait développé. Le Parti communiste du Pérou dira à ce sujet. Le président Mao a démontré que sous le socialisme, il n'était pas encore clair de qui allait défaire qui, qu'il s'agissait d'un problème nécessitant du temps, à travers un processus de restauration et de contre-restauration, pour permettre au prolétariat de se saisir du pouvoir politique à travers la dictature du prolétariat et, aussi, à travers la grande révolution culturelle prolétarienne, comme continuation de la révolution socialiste sous la dictature du prolétariat. Nous ne nous attardons pas plus longtemps sur la révolution culturelle, nécessitant elle aussi un documentaire complet à son sujet. Ce qui est clair, pour ceux qui ont appris les enseignements de Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao et du président Gonzalo, c'est que la dictature du prolétariat, c'est-à-dire le pouvoir absolu au prolétariat contre la bourgeoisie et ses tentatives de reprendre le pouvoir, n'est possible qu'avec un parti communiste, un parti du prolétariat au pouvoir. Le prolétariat exerce principalement son pouvoir politique à travers le parti. Dès lors que les révisionnistes prennent les commandes du parti, non seulement le parti change de couleur, mais les gens, la classe qui contrôle l'État et possède les moyens de production, changent aussi drastiquement. Le révisionnisme ne peut diriger qu'au nom de la bourgeoisie. Mao l'expliquait très clairement en ces mots. La lutte des classes, la lutte pour la production et celle dans l'expérimentation scientifique sont les trois grandes batailles révolutionnaires au sein d'un pays socialiste. En l'absence de ces batailles, les propriétaires terriens, les paysans riches, les contre-révolutionnaires, les mauvais éléments et les monstres sont de nouveau autorisés à ramper hors de leurs trous, alors que nos cadres ferment les yeux, incapables de différencier les ennemis des amis, travaillant avec les traîtres, devenant corrompus, divisés et démoralisés. Ainsi, nos travailleurs, nos paysans et nos intellectuels sont laissés sans défense contre les tactiques, qu'elles soient subtiles ou non, de l'ennemi. De là, il ne faudrait que quelques années pour qu'une contre-révolution se déroule, restaurant le capitalisme, transformant le parti communiste marxiste-léniniste en un parti révisionniste, fasciste. La totalité de la Chine changerait de couleur. Lorsque les services secrets de Wagofeng ont arrêté les dirigeants révolutionnaires, les ont emprisonnés et condamnés à perpétuité, voire à mort, quand la révolution culturelle fut totalement stoppée avec l'aide de l'armée, quand l'État et l'industrie se mirent à suivre un modèle corporatiste, quand chaque once de protestation, même les plus infimes et les moins radicales, furent écrasées avec une main de fer, avec des emprisonnements, de la censure, de fausses allégations et même des meurtres, que fallait-il y voir, autre que du fascisme, au sens marxiste du terme, c'est-à-dire la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires et les plus chauvins de la bourgeoisie, menant une offensive décidée contre le socialisme, contre le prolétariat. Il est important de bien comprendre cette contre-révolution et le phénomène de classe qui a lieu en son sein, c'est-à-dire le renversement du prolétariat par la bourgeoisie. Ainsi, la clique Hua Deng a commencé immédiatement à implanter ce qui fut voulu autant par Liu Shaoqi que Lin Biao, un autre opportuniste qui manqua un coup d'État durant la révolution culturelle. Ils lancèrent de nombreuses campagnes de propagande dans le but de légitimer leurs réformes capitalistes auprès des masses chinoises, une propagande qui tournait principalement autour d'une prétendue stabilité, d'une croissance économique centrée sur le profit, de technologies étrangères et d'investissements étrangers. Le but pour Deng était de marteler dans la tête de chacun la nécessité de continuer la planification économique en la combinant avec les forces du libre marché. Des changements qui ont rapidement rendu les riches bien plus riches et les pauvres bien plus pauvres. Les moyens de production, la production elle-même et la force de travail étaient à présent sous l'égide de la grande règle du libre marché, celle de la plus-value. Les réformes commencèrent à la campagne, dans l'agriculture. La production agricole fut décollectivisée. Les communes populaires furent dissoutes et à la place, les terres furent privatisées. En 1979, un système de zones économiques spécialisées fut mis en place. Après cela, d'autres pans de la production furent touchés par ces changements. Les dirigeants locaux devinrent responsables pour les surplus ou les déficits, alors qu'auparavant, la responsabilité revenait à l'État. À la place de la propriété collective et commune, la propriété devint privée et soumise à un système de contrat.
L'agriculture individuelle fut réintroduite, et l'État n'achetait plus la production agricole qu'aux particuliers. Les familles de fermiers purent vendre leur surplus à d'autres, leur permettant alors de se faire un certain capital individuel, chose qui avait été rendue quasi impossible par les systèmes de communes. La juridiction de ces mêmes communes populaires fut abolie, y compris la responsabilité de ces dernières à fournir des emplois. C'était dans ce domaine un véritable retour en arrière, annulant toute l'édification du socialisme et la suite de projets qui s'étaient enchaînés dans cette direction. Cela permettait, en clair, la fin de la coopération paysanne ouvrière et l'émergence de nouveaux propriétaires terriens libres de croître, en rachetant outils, terres et main-d'œuvre sans terre. Les relations de production qu'avait connues la Chine avant la libération, avec toute la pauvreté et l'exploitation sans pitié qu'elle impliquait à l'époque, firent enfin leur grand retour. Dans le domaine de l'industrie, les dirigeants d'entreprises ont gagné le droit de discipliner, de licencier et de promouvoir les travailleurs, et de choisir leur propre système de salaire. Cette législation précisait en outre que l'État n'interviendrait plus directement dans les affaires des entreprises de particuliers. Au lieu de cela, l'État, comme tout État capitaliste occidental, n'influencerait la production que par des politiques indirectes telles que les prix, les taxes et les politiques de crédit et de prêt. L'effet de cette nouvelle politique signifiait que l'État commençait à lâcher sa propriété légale et économique des moyens de production. On se mit ainsi à inciter les travailleurs à se faire concurrence, et on redonna le pouvoir aux gestionnaires de faire comme bon leur semble, qui, n'ayant plus à participer à la production et n'ayant plus de compte à rendre directement à l'État, devinrent de nouveau inaccessibles. Les indicateurs de réussite et de faillite n'étaient plus les besoins de la population, mais le profit. Avec la loi sur les entreprises du peuple tout entier dont l'industrie qui fut adoptée, il y eut en surface une séparation de la propriété et de la gestion de l'entreprise. Mais l'essentiel de la réforme était un transfert légal de la propriété de l'État à l'entreprise. Le premier article de la loi stipulait « Les entreprises se voient accorder les droits de gestion des biens de l'État. Ces droits englobent les droits de possession, d'usage et de disposition des biens. L'entreprise devient une entité juridique indépendante, personne morale. » Avec l'adoption de la nouvelle loi, les entreprises autrefois publiques se sont légalement séparées de l'État et sont devenues des entités indépendantes, accordant à la direction de chaque entreprise l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions importantes concernant la production, y compris les punitions et le licenciement des travailleurs. Le droit d'usage dans la législation impliquait le droit d'appropriation, y compris le déboursement des salaires lorsque l'État abandonnait ses droits de propriété sur les entreprises individuelles. Il n'employait plus les travailleurs de ces entreprises. Ces travailleurs des anciennes entreprises d'État ont alors perdu la protection juridique de l'État. Ils n'avaient plus légalement droit aux avantages précédemment accordés par leur situation. Dans le même temps, en 1980, la Chine devint membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, s'intégrant ainsi au système capitaliste impérialiste mondial. Les entreprises multinationales furent libres de s'installer librement dans le pays sans restriction, en particulier dans les zones économiques spéciales. En 1982, ces entreprises étaient au nombre de 26 millions. L'année d'après, elles étaient 58 millions. La porte était ouverte aux monopoles et investissements étrangers. La clique de Deng ne fit pas cela graduellement, mais dans un grand bang. Cette politique des portes ouvertes, permettant aux impérialistes de piller le travail des masses chinoises, fit tomber des centaines de milliers de paysans dans la pauvreté extrême. De cette manière, ils venaient de créer 150 millions de travailleurs gratuits. Et cela, couplé au nombre explosif de sans-emploi suite aux privatisations, donna une incroyable armée de réserves de travailleurs aux pays nouvellement capitalistes. C'est en cela que la Chine devint l'atelier du monde. Le développement de la Chine de 1970 à 2000 est divisable en 3 phases. La première, de 1978 à 1986, était celle du lancement et de l'introduction des réformes économiques capitalistes. La suite continua dans la même logique, construisant sur les bases ainsi lancées. Avec la décentralisation des responsabilités, la multiplication des expérimentations économiques, la corruption et la bureaucratisation se répandit comme une traînée de poudre, inévitable. À l'unisson, avec toutes ces réformes sournoises, se nourrissant l'une de l'autre, la pauvreté, le chômage,
Le marché noir, la corruption, la prostitution, la mortalité infantile, l'usage de drogue, les vols, les meurtres explosèrent. Une telle situation ne pouvait que développer d'immenses fossés dans la société chinoise, et des contradictions importantes au sein même de la bourgeoisie entre les capitalistes du privé et les dirigeants de l'État. Les premiers demandaient des réformes politiques permettant la liberté d'expression, un système multiparti, espérant se défaire du despotisme monopolitique de l'État. C'est ce qui mena aux événements bien connus de la place Tiananmen, bien que mystérieux et mystifié à l'ouest. C'était le point de rencontre de la colère populaire bien justifiée, de celle de la petite bourgeoisie et des capitalistes du privé. L'État chinois monopoliste répondit avec brutalité. En 1997, le Parti communiste chinois déclara qu'il allait réorganiser en profondeur des secteurs entiers de l'économie étatique dans le but premier de donner à ces entreprises publiques des objectifs entièrement centrés sur le profit. La première chose faite fut de concrètement privatiser les petites entreprises d'État. Ensuite, ce fut de calquer l'organisation des entreprises restantes sur celle des entreprises de l'Ouest. Les maigres restes de ce que les masses avaient acquis par la Révolution et les années socialistes furent totalement perdus. Entre 1998 et 2002, plus de 25 millions de travailleurs furent renvoyés du secteur public, et cela d'après les déclarations des officiels des autorités chinoises. Avec ces privatisations étendues, le secteur privé représentait à présent plus de 70% du produit national brut chinois. Les parts de l'État chinois des entreprises publiques passèrent en moyenne de 69% à 42,2%. Malgré cela, et malgré la taille maintenant ridicule du secteur public, elle continue aujourd'hui encore de jouer un rôle important dans l'économie chinoise. La plupart des plus grandes entreprises chinoises étant toujours partiellement ou totalement possédées par l'État. Voilà en quoi nous parlons d'un État capitaliste monopoliste chinois. Mais nous touchons maintenant bel et bien au présent. Avant d'explorer plus profondément la Chine avec laquelle nous vivons aujourd'hui, un bilan de cette section historique est nécessaire. À travers ce voyage, de la révolution chinoise de 1911 jusqu'à la prise de pouvoir de Deng Xiaoping et ses conséquences, nous avons pu nous rendre compte de l'état déplorable de la Chine avant la révolution. Les efforts impressionnants des masses sous la direction du parti, non seulement pour la moderniser, mais aussi pour la rendre autosuffisante, pour permettre l'édification et le développement du socialisme. Tout cela permit au pays de devenir, après la trahison des soviétiques, le phare du socialisme à travers le monde, dirigeant du mouvement révolutionnaire sur le globe, mais aussi d'explorer la voie vers le communisme, innovant et approfondissant la compréhension marxiste du socialisme et de la continuité de la lutte des classes en son sein. Sous cet angle, l'expérience socialiste en Chine populaire n'est pas seulement une expérience socialiste parmi tant d'autres, mais bel et bien l'expérience la plus avancée jusqu'à aujourd'hui de dictature du prolétariat, et une percée significative dans la théorie marxiste qui sert de base au marxisme-léninisme-maoïsme, étape actuelle la plus développée du marxisme à notre époque. Nous avons aussi pu comprendre, avec plus d'exactitude que jamais, qu'à travers cette lutte des classes, l'établissement d'une nouvelle bourgeoisie, donc une restauration du capitalisme, peut trouver ses origines dans le parti et l'État eux-mêmes. Avec la prise de contrôle de la dictature du prolétariat, cette nouvelle bourgeoisie s'accapare le fruit du travail des masses pour ses propres intérêts, rétablit les lois absolues du capitalisme et détruit ce que le socialisme a édifié, se construisant ainsi en immense monopole indépassable. Il n'est donc pas question, dans de telles conditions, de spéculer sur un possible retour au socialisme par une aile gauche ou d'autres machinations, car nous ne sommes pas en face d'une lente glissade vers le capitalisme qu'on pourrait espérer inverser, mais face à un passage immédiat, brutal du socialisme à un capitalisme monopoliste des plus développés, la racine même de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. On le voit d'autant plus de nos jours, et c'est ce que nous allons à présent aborder. Dans les années 60, en République populaire de Chine, Mao Zedong, ainsi que d'autres communistes chinois, analysaient le révisionnisme ainsi. La prise de pouvoir du révisionnisme signifie la prise de pouvoir de la bourgeoisie. Dans le texte « Léninisme ou social-impérialisme », il est écrit « L'Union soviétique d'aujourd'hui, sous Brejnev, est une dictature de la bourgeoisie ». Ces constats étaient justes et ont été partagés à l'époque par les communistes sincères.
Pour des raisons diverses, certains marxistes autoproclamés défendent toujours la République populaire de Chine, malgré le parallèle évident entre cette Union soviétique, dictature de la bourgeoisie, et le pays qu'est la Chine à présent. Mais nous en parlerons plus tard. Dès que le pouvoir politique est usurpé par une clique révisionniste, un État socialiste va soit devenir social-impérialiste, comme l'Union soviétique, soit être réduite à l'état de satellite ou de colonie, comme c'est le cas pour la Tchécoslovaquie et la République populaire de Mongolie. Si nous admettons la thèse qualifiant la Chine de révisionniste, ce que beaucoup ont déjà prouvé et que nous espérons vous avoir fait comprendre jusqu'à maintenant, il n'y a que deux choix pour la Chine moderne après la prise de pouvoir de la clique des révisionnistes représentés par Hua Guofeng et Deng Xiaoping. La Chine a pu devenir ou une semi-colonie ou un pays impérialiste. Notre tâche va être de comparer ces deux alternatives, sous le critère très spécifique de ce qui constitue une puissance impérialiste et un État social impérialiste. Ainsi, nous pourrons prouver que la Chine moderne, sous le leadership du parti révisionniste chinois, a rejoint les rangs des autres pouvoirs impérialistes, comme l'Union soviétique après Staline, jusqu'à sa dissolution. Alors, quelle est la définition de l'impérialisme selon Lénine ? Si on devait donner la définition la plus concise de ce qu'est l'impérialisme, nous devrions dire qu'il est le stade suprême du capitalisme. Mais les définitions trop courtes, bien que commodes parce que résumant l'essentiel, sont cependant insuffisantes, si l'on veut dégager des traits fort importants de ce phénomène que nous voulons définir. Aussi, sans oublier ce qu'il y a de conventionnel et de relatif dans toutes les définitions en général, qui ne peuvent jamais embrasser les liens multiples d'un phénomène dans l'intégralité de son développement, devons-nous donner de l'impérialisme une définition englobant les 5 caractères fondamentaux suivants. 1. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique. 2. Fusion du capital bancaire et du capital industriel et création sur la base de ce capital financier d'une oligarchie financière. 3. L'exportation des capitaux, à la différence de l'exportation des marchandises, prend une importance toute particulière. 4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde et 5. Fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. L'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. Qu'est-ce que le social-impérialisme ? Le social-impérialisme peut être caractérisé par socialisme en parole, impérialisme en acte. Un ancien État socialiste qui s'est changé depuis, comme nous le dirait la dialectique, en son opposé est devenu de fait un État capitaliste. Plus précisément, comme l'ont fait les soviétiques et, comme nous le prouvons aujourd'hui, les Chinois, un capitalisme monopoliste d'État. Cet État se présente toujours comme un État socialiste, mais a toutes les caractéristiques d'un État impérialiste. Pour que cela puisse arriver, il a dû devenir révisionniste, se retrouver sur la voie capitaliste. La première question à se poser est donc, est-ce que la Chine se présente toujours comme un État socialiste ? Nous pouvons facilement répondre à cette question, la réponse étant franchement évidente. L'ancien hymne est toujours là, on y parle toujours de Mao Zedong, on y affirme que c'est le socialisme, plus précisément, le socialisme avec des caractéristiques chinoises. Tout ça est une façade, comme nous l'avons vu ensemble. Mais alors, à quoi ressemble l'économie de marché chinoise ? Et comment reconnaissons-nous sa nature impérialiste ? Pour le savoir, nous utiliserons l'analyse faite par nos camarades indiens du Parti communiste d'Inde, maoïste. L'économie chinoise est dominée en majeure partie par le secteur privé et le capitalisme monopoliste d'État. Un monopole ne veut pas nécessairement dire qu'une entreprise contrôle tout le secteur. On peut très souvent constater des cas de concurrence monopolistique, une situation dans laquelle quelques entreprises immenses ne peuvent espérer se dépasser l'une l'autre de manière significative. Ce cas donne parfois naissance à une forme de collaboration entre elles,
une forme d'oligopole. C'est le cas en Chine. Au sein de cette collaboration, la concurrence continue, mais il est important de réaliser que cette concurrence telle qu'elle est habituellement définie ne s'applique pas de la même manière. Dans le cas de la Chine, cette collaboration est montrée comme si elle était entièrement guidée par l'État. Aussi, la classe dominante chinoise régule l'influence que des entreprises étrangères pourraient avoir sur leur économie, du moins sur le papier, recevant dans les faits beaucoup d'investissements étrangers en tant que second plus gros récepteur d'IDE après les États-Unis. Les soi-disant entreprises d'État, State-Owned Enterprises, sont souvent définies comme étant soit sous le contrôle direct de l'État, soit comme des entreprises dont l'État constituerait le principal actionnaire. Ces entreprises représentent à peu près 30% du PIB chinois, mais les profits faits dans le secteur de l'État sont en baisse depuis de nombreuses années, ce qui pourrait nous faire tiquer. Comment, dans ce cas, la Chine pourrait être qualifiée de capitalisme monopoliste d'État ? Le capitalisme monopoliste d'État est un terme que nous devons clairement définir, car beaucoup de définitions existent pour ce terme, certaines assez peu sérieuses. Nous et les camarades indiens avons choisi ce terme car l'État et le parti ont une plus grande influence sur toutes ces entreprises privées que les pays impérialistes occidentaux, comme l'Union soviétique révisionniste sur tous les capitalistes de sa nation. Mais nous ne devons pas nous laisser tromper par ce nombre, car, comme le souligne un article de East Asia Forum, les 3 plus grandes entreprises chinoises en eau et en électricité sont tentaculaires. Elles ne sont pas des entreprises individuelles, mais ont des filiales dans des secteurs concurrentiels indépendants. Quelques éclaircissements. Trouver des monopoles dans les statistiques chinoises n'est pas chose facile étant donné que toutes les provinces chinoises ont leur propre entreprise d'État, ainsi que leur propre commission consultative, A7, supervisant au moins 25 000 de ces entreprises d'État. Si nous mettons ensemble ces différentes commissions, on obtient un tout autre tableau. On voit qu'il existe en fait de grands secteurs assez centralisés. Cela inclut le pétrole, l'électricité et le tabac. Avec cette méthode, même un tiers des revenus industriels reviennent aux entreprises d'État. De cette façon, même la forme la plus directe de la propriété de l'État est plus grande que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Mais n'oublions pas les grandes entreprises appartenant à des capitalistes membres du PCC. Si nous nous fions aux camarades indiens, 1/5 de tous les industriels privés sont des membres du PCC. Le parti révisionniste et ses investisseurs sont inséparables. En 2018, la Chine a atteint le nombre de 992 milliardaires à l'intérieur de ses frontières durant la crise du Covid. À titre de comparaison, il y en a 696 aux États-Unis et 68 en France. Si on se penche à nouveau sur les milliardaires chinois, on voit que 45 d'entre eux font partie de l'Assemblée nationale populaire. Et 5 parmi ces 992 sont trouvables dans le top 30 de la liste des milliardaires de Forbes. Nous avons à la 20e place Ma Huateng, à la 21e Jack Ma, à la 22e Wei Kaiyan, à la 28e Li Ka-shing, et enfin à la 29e Li Shaoqi. De plus, si l'on jette un œil à la liste dressée par Forbes des 200 compagnies les plus puissantes, on peut voir la Chine 121 fois. Ces compagnies ont un profit moyen de 168 milliards de dollars selon le PCI maoïste. Dans les 500 entreprises de la liste Fortune Global, une autre statistique nous montre quelles sont les plus grosses compagnies. On peut voir que les Chinois ont 3 places du top 10 avec le groupe Sinopec, la China National Petroleum et la State Growth Corporation of China. La Chine a aussi le plus d'entreprises représentées sur la liste avec le nombre de 129, soit 8 de plus que les États-Unis. C'est un très bon exemple de la lutte montante entre la superpuissance américaine et la Chine pour l'hégémonie mondiale. La Chine et sa clique révisionniste au pouvoir ont un contrôle incontestable, monopolistique, dans tous les secteurs de leur économie. De fait, la Chine s'est développée pour être à présent capable de s'imposer face aux vieilles puissances impérialistes comme un nouveau concurrent sérieux. Par l'investissement et la victoire du monopole, on en arrive au sujet du monopole financier. L'élément clé ici est le capital bancaire qui se développe avec le capital industriel,
s'unissant en un monopole du capital financier. L'État chinois a un contrôle total du capital financier du pays. Les 4 plus grandes banques du monde sont chinoises. Nous avons la Industrial and Commercial Bank of China, avec un avoir total de 338 milliards de dollars. Ensuite, la China Construction Bank Corporation, avec 287 milliards de dollars. L'Agricultural Bank of China, 243 milliards. Et pour finir, la Banque de Chine, 230 milliards de dollars. Quand on en vient au secteur manufacturier, le PCI maoïste nous donne l'exemple de Zhong Tsingu, qui est un gros capitaliste manufacturier et chef de Wahaha, et l'exemple de Wu Yajun, l'ancien chef exécutif de Longfor Properties, une entreprise de travaux de construction. Tous deux siègent à l'Assemblée populaire nationale. Un autre exemple serait, bien entendu, Huawei, une compagnie bien connue pour ses équipements de télécommunications. Les banques mentionnées plus tôt sont une manière pour le gouvernement chinois de financer la corporatisation, transformation d'entreprises publiques en acteurs semi-privés, d'accumuler les investissements et de contrôler d'encore plus près leur économie, en particulier en subventionnant et en distribuant des cadeaux aux entreprises loyales qui maintiennent la ligne de l'État, et à celles qui font bien ce qu'il faut. Bien faire ce qu'il faut est bien sûr déterminé par les profits générés, et non pas par le bien-être des travailleurs, comme on peut le voir dans le caractère de classe de n'importe quel État impérialiste. Cette oligarchie financière bien réelle s'est abattue sur tous les échelons supérieurs de la société chinoise. 104 membres faisant partie du haut commandement de l'État chinois sont des milliardaires, et des sources suggèrent même qu'il y en a 100 rien qu'au Parlement. Comme Lénine nous l'a appris, la création de monopoles et l'importance de l'exportation des capitaux sont les caractéristiques les plus marquantes de l'impérialisme. Avec l'impact de l'accumulation poussée à l'extrême, l'investissement financier, la rente impérialiste et la productivité industrielle, couplés à un investissement bancaire massif, vient nécessairement le développement du capital exporté, mieux connu sous le nom d'investissement. On peut l'observer à travers une explosion de la bourse. En mars 2015 à Shanghai et en avril 2015 à Shenzhen, la capitalisation boursière totale s'élevait à 7,7 milliards de dollars. La bourse est utilisée par le capital financier sous forme de prêts. Les actionnaires réalisent une plus-value sur la part gagnée par le pays qui a contracté l'emprunt. Les bourses étrangères ont généralement des droits de consommation spéciaux qui sont garantis par des obligations d'États étrangers. La Chine est le plus grand créancier des États-Unis. Elle possède environ 1,11 milliard de dollars, soit 5% de la dette nationale américaine, en les achetant par le biais de bons du Trésor. La Chine accorde de très nombreux prêts à d'autres pays. À l'heure actuelle, elle possède environ 15% des économies des pays dits en développement, ou plus justement dit opprimés. C'est ainsi que nous les appellerons désormais. Un exemple serait Djibouti, une nation qui s'est retrouvée avec 70% de dette chinoise. Les Chinois accordent plus de prêts que la Banque mondiale, selon les camarades indiens. Nous verrons plus tard ce qu'ils en font lorsque nous reviendrons sur ce point. Maintenant, passons à la stratégie chinoise du Go Global, aussi appelée Go Out, qui est annoncée en 1999 et initiée dès l'année 2000. Ses objectifs étaient d'effectuer des investissements à l'étranger par la centralisation des capitaux exportés et plus spécifiquement 1. Augmenter les investissements directs à l'étranger chinois. 2. Poursuivre la diversification de la production. 3. Améliorer le niveau et la qualité des projets. 4. Étendre les canaux financiers en ce qui concerne le marché national. 5. Promouvoir la reconnaissance des compagnies chinoises dans les marchés européens et états-uniens. L'objectif principal est, si nous associons tous les points nommés ici, de permettre aux compagnies chinoises de participer au marché mondial, et pas seulement avec des produits de basse qualité à bas prix, mais aussi avec des produits de qualité supérieure. Ça donnerait aux Chinois une meilleure prise sur l'ensemble du marché mondial. Pour cela, ils ont inventé le terme de référence mondiale. Ceci nous enseigne qu'il n'existe pas de retard ou d'arriération des multinationales chinoises. Ils iront n'importe où, qu'importe, tant qu'ils puissent extraire davantage de profit.
Go Global n'est rien d'autre qu'une stratégie de tous les pays impérialistes pour trouver les endroits les plus avantageux, pour exploiter le plus de personnes possible pour plus de profit. C'est une loi fondamentale de l'impérialisme. La Chine a su avant tout profiter de la crise de 2008. Quand les pays occidentaux renflouaient leurs entreprises, la Chine a saisi l'opportunité de devenir une puissance majeure de l'export et de l'export de capitaux durant ces années-là. Les Chinois ont investi des sommes immenses dans d'autres pays, plutôt que dans le leur. Ils ont particulièrement exploité le manque de crédit en étendant leur investissement direct à l'étranger. La Chine s'est démenée pour obtenir plus de sorties d'investissement de 1992 à 2007, où ceux-ci étaient constamment sous la barre des 30 milliards de dollars. Il est estimé que la Chine a investi près de 200 milliards dans d'autres pays, et près de la moitié de cette somme dans l'agriculture, l'énergie et les transports. Puis, entre 2007 et 2008, on est monté subitement à 602 milliards pour continuer sans discontinuer jusqu'en 2015, où on a atteint 145,7 milliards, plaçant la Chine en deuxième place de sa catégorie, juste derrière son principal concurrent impérialiste, les États-Unis. Les Chinois ont été sauvés de la crise économique par le contrôle strict de leur secteur bancaire, selon le PCI maoïste. Grâce à cette forte position, la Chine a été en capacité de poursuivre ses investissements massifs et de grandir pour acquérir cette position dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire le principal rival et compétiteur des États-Unis. Dans une large mesure, la grande récession a été la principale raison de la rapide croissance chinoise et de l'expansion de ses sphères d'influence. La Chine a considérablement augmenté ses investissements, surtout dans les pays opprimés. Pour faire le tour de l'exploitation impérialiste chinoise à travers le monde, nous allons d'abord commencer avec l'Asie, et plus précisément par le Laos. Le Laos est un pays très pauvre d'Asie, situé au sud de la province de Yunnan. Le pays a beaucoup souffert des guerres impérialistes indo-chinoises, a accédé à une courte période d'autodétermination et souffre maintenant sous la botte des impérialistes chinois. La Chine importe principalement du minerai, du caoutchouc et des produits en caoutchouc en général, du cuivre, des bananes, du maïs, de l'engrais et importait auparavant de grandes quantités de bois, avant que la vente de bois ne soit interdite par le gouvernement du Laos en 2017. La Chine est aussi le plus gros investisseur au Laos et son second partenaire commercial. Il existe aussi un projet de voie ferrée appelé la voie Vientiane-Boten, projet de 7 milliards de dollars censé connecter les deux nations. En réalité, ce projet vise à développer une manière pour les Chinois d'exploiter plus efficacement l'Asie du Sud-Est, car il relie Vientiane, capitale du Laos, au territoire chinois en passant par un centre d'affaires important de Bangkok en Thaïlande. Il y a aussi certaines zones économiques spéciales au sein du Laos, uniquement créées pour la Chine. La plupart de ces zones, en particulier celles exploitées par des investisseurs chinois, sont devenues des zones à entreprises uniques. Dans ces zones, la privatisation des moyens de subsistance locaux au nom de la modernisation est frappante, entraînant la relocalisation de nombreux habitants des basses terres et des affrontements entre les communautés locales et des responsables du gouvernement. En tant que ZES, frontalière avec un contrat de 75 ans, extensible à 99 ans, l'objectif du développement de la zone, comme mis en avant par les investisseurs chinois, est de transformer les 3000 hectares de terres agricoles en un grand complexe international de casinos et de divertissement, et de créer une nouvelle image d'une cité verte sur la frontière de la drogue du triangle d'or laotien. Un tel plan n'est pas vraiment apprécié par la population locale, ainsi que par les experts de la préservation du patrimoine. Fait intéressant, la richesse générée dans ces zones n'est concentrée que dans les mains de quelques Chinois, les investisseurs ainsi que leurs amis et d'autres entrepreneurs chinois de la zone. À ce rythme, le Laos deviendra, comme le dit le PCI maoïste, sinon une province chinoise, une semi-colonie exclusive de la Chine. Le Pakistan sera notre prochain exemple. Les Chinois entretiennent des rapports étroits avec ce pays depuis un certain temps. La Chine a soutenu le Pakistan pour de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même reçu de la technologie atomique des Chinois et sont un partenaire clé contre l'Inde et les États-Unis. La Chine s'est engagée à investir 60 milliards dans le corridor économique Chine-Pakistan.
On veut ici soutenir plus précisément la construction d'un réseau de routes, de pipelines, de centrales, de zones industrielles et un port le long de la mer d'Arabie. Le Pakistan fait partie intégrante de la nouvelle route de la soie. En novembre de l'année dernière, un consulat chinois avait été attaqué et 2 policiers et des civils pakistanais ont été tués. L'attaque est survenue quand un séparatiste baloutche accusa la Chine d'exploiter la riche région du Baloutchistan. La même chose a été affirmée par l'armée de libération baloutche, combattant pour l'indépendance de la région. Le Pakistan a aussi contracté d'énormes prêts à la Chine et lui doit maintenant 6,7 milliards de dollars, soit 2% de son PIB. C'est encore plus grave du fait que le Pakistan se trouve en pleine crise économique. De plus, la Chine a stationné environ 15 000 soldats le long de la frontière pakistanaise. Le prochain sur la liste est l'Afghanistan. Cette nation, qui a longtemps souffert des effets de l'invasion de 2002, se trouve maintenant dans le collimateur chinois. Elle est déjà devenue le plus grand investisseur de l'Afghanistan, achetant les droits d'une mine de cuivre où aucune exploitation minière n'a encore commencé. En plus, une extraction de pétrole a récemment commencé dans l'Amou Darya. Le pays a également participé à certains projets d'infrastructure et à l'Organisation de coopération de Shanghai, puisqu'il est observateur depuis 2012. La Chine tente de l'amener petit à petit dans sa sphère d'influence, d'autant plus que l'OTAN, sur place, recule toujours un peu plus chaque jour. Le Sri Lanka et la Chine entretiennent de bonnes relations, surtout depuis que la Chine a armé l'État génocidaire sri-lankais dans son combat contre l'armée de libération tamoule, conduisant à la défaite du combat de libération nationale justifié de ces derniers. La raison de cette alliance est, comme pour le Pakistan, la stratégie chinoise de saborder l'Inde. C'est pourquoi le Sri Lanka se retrouve inclus dans la nouvelle route de la soie. La Chine y finance beaucoup de projets d'infrastructure. Il est d'ailleurs de notoriété publique que la Chine a confisqué le port de Magampura Mahinda Rajapaksa quand l'État sri-lankais a fait défaut sur un prêt de la nouvelle route de la soie. Les Chinois ont également grandement investi au Sri Lanka, ce qui explique en partie pourquoi le pays se retrouve avec 64 milliards de dollars de dettes. Ils essaient en outre de rendre le port de Colombo plus attractif, afin d'en faire un hub financier pour l'Asie qui sécuriserait en plus la livraison d'énergie et de pétrole chinoise. Entre 2004 et 2014, la Chine a investi pas moins de 7 milliards au Sri Lanka. Les échanges entre les deux pays ont beaucoup augmenté récemment, avec beaucoup de marchandises importées par les Chinois et des discussions sur un traité de libre-échange sont en cours. Le Népal est le prochain sur notre liste. En tant que voisin de l'Inde, il est d'une certaine importance. Les relations se sont grandement améliorées depuis que le traître Kamal Dahal est devenu Premier ministre en 2008. Les Chinois ont promis de donner 494 millions d'aides au gouvernement népalais. La Chine a soutenu l'expansion de la route entre Kalanki et Koteshwar. Elle est numéro 1 des investissements étrangers népalais et a contribué à 86,66% des engagements d'IDE reçus par le Népal. Les entreprises chinoises investissent également au Népal. Les Chinois ont également investi 2 autres millions de dollars dans les forces armées népalaises et s'impliquent dans leur formation. Mais l'impérialisme chinois ne s'arrête pas aux simples investissements. Les Chinois sapent aussi la souveraineté culturelle du Népal. Dans plusieurs écoles népalaises, les cours de mandarin sont désormais obligatoires. Un autre signe de cette tendance, bien que moins inquiétant, est le très grand nombre de restaurants chinois au Népal. La Chine continuera vraisemblablement ses efforts impérialistes au Népal. L'État népalais est parfaitement disposé à se prosterner, dirigé par les traîtres anciennement maoïstes qui promettent des liens rapprochés avec la RPC, les mêmes qui ont désarmé l'armée populaire et appelé à des accords de paix. En Asie centrale, les Chinois ont investi de grandes quantités de capitaux exportés dans le cadre de la nouvelle route de la soie et ont déjà établi des zones de libre-échange. Les travailleurs y sont aussi exploités, situation normale sous le capitalisme et surtout sous l'impérialisme. Cela pourrait permettre à la région d'obtenir jusqu'à 110 milliards d'IDE. Ces projets reçoivent également du soutien russe. Concernant les relations entre la Chine et la Russie, nous en parlerons davantage dans la prochaine partie. Maintenant, enquêtons sur l'implication chinoise en Afrique.
La plupart des puissances impérialistes occidentales présentes en Afrique ont, à l'heure actuelle, initié un retrait depuis un certain temps, si l'on exclut celles qui maintiennent leur régime et gardent leur mainmise sur quelques gisements minéraux. Les Chinois ont opportunément utilisé ce retrait pour accroître leur hégémonie. L'Afrique détient autour de 30% de la richesse minérale connue, 42% des gisements mondiaux et bauxite, 38% d'uranium, 42% d'or, 55% de cobalt, 44% de chrome, 82% de manganèse, 95% de vanadium et 73% de platine. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique devaient atteindre 300 milliards de dollars en 2015. La Chine est le plus gros partenaire commercial pour beaucoup de pays africains. En 2017, 52% du commerce gambien, 58% de l'érythréen, 61% de l'angolais et 95% du sud-soudanais étaient entretenus avec la Chine. La Chine a été le plus gros importateur de pétrole angolais avec 43% des parts de marché du pétrole angolais en 2010. La Chine est également un grand bailleur de fonds d'infrastructures africaines, fournissant en moyenne 11,5% de l'ensemble des finances sur le continent entre 2012 et 2016, avec un pic de 20% en 2015. En 2015, 13% des financements chinois sur le continent ont été consacrés au secteur manufacturier. Quant au pétrole nigérian, les Chinois y ont investi autour de 16 milliards de dollars. Cette augmentation des échanges pétroliers avec l'Afrique montre bien que la Chine a besoin de pétrole ainsi qu'une extension de capitaux, suivie d'une forte hausse de la consommation. En 2008, la Chine a acquis une large partie des droits miniers, dans un traité avec la RDC, en échange d'un financement d'infrastructures. La Chine était censée investir un montant égal à celui de ses profits dans les infrastructures congolaises. En réalité, la Chine recevra 10 millions de tonnes de cuivre et 600 000 tonnes de cobalt à une valeur estimée de 50 milliards en 25 ans. En 2016, les sources locales ont estimé qu'1,2 milliard avaient été dépensés en infrastructures et en crédits miniers. C'est en effet ce qu'on appelle un montant égal. Applaudissons le parti pour ses grandes capacités en calcul. La Chine détient beaucoup de mines à travers l'Afrique. Nous avons par exemple des mines en Zambie, rivalisant d'ingéniosité pour élargir leurs propriétés, en raison de l'accroissement de la demande et de l'intérêt d'une main-d'œuvre bon marché. La propriété d'usines existe mais reste limitée, et les investissements dans les infrastructures sont toujours d'actualité. Les statistiques de McKinsey montrent qu'il y a maintenant 10 000 firmes chinoises actives en Afrique et nous ne pourrons raisonnablement pas parler de tout leur développement. Comme l'a si bien dit le PCI maoïste, en Afrique, la Chine applique le socialisme en parole, mais l'impérialisme dans les faits. Leur politique étrangère est caractérisée par une exploitation intense des travailleurs et de la richesse des sols des pays les plus pauvres et les plus opprimés. Elle détruit leur environnement, y exploite de la même façon les paysans et les ouvriers, alors que les masses africaines luttent pour le socialisme. Ce que font véritablement les Chinois, c'est intensifier l'exploitation néocoloniale, certainement pas de bâtir des nations indépendantes. Enfin, nous avons l'Amérique latine. Les IDE chinois dans cette région atteignaient environ 8,4 milliards de dollars en 2018 et ont quasiment doublé en 2016, où on arrivait à 16 milliards de dollars. La Chine s'est installée en Amérique latine au cours de la dernière décennie. Depuis 2005, la Chine a investi 141 milliards de dollars dans la région, soit plus que la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et la CAF, Development Bank of Latin America réunis. Le Venezuela a reçu beaucoup de prêts, mais ceux-ci n'ont cessé de décliner depuis la mort de Chavez, bien que le Venezuela en aurait aujourd'hui cruellement besoin. Sans doute n'est-ce plus rentable. Nous pensons que le soutien que la Chine offre au Venezuela n'est pas vraiment dû au fait que la Chine ait vu un potentiel de développement dans ce pays, mais au fait que la Chine veuille combattre les États-Unis et s'assurer que l'argent retourne dans leur économie. En tant que nation impérialiste, la Chine n'a aucun intérêt à aider une nation. Le Brésil a pris 29,8 milliards de dollars en prêts chinois et le commerce entre les deux pays est abondant.
C'est une preuve évidente du soutien donné aux fascistes qui ont pris le contrôle du Brésil. L'Équateur a emprunté 18,4 milliards de dollars et est maintenant terriblement endetté. L'Équateur a aussi consenti à envoyer près de 90% du pétrole brut équatorien en Chine. Peut-être que les manifestations en Équateur ont davantage à voir avec les dirigeants miniers chinois qu'on pourrait le penser. Pour finir, nous avons l'Argentine, qui a un IDE de 16,9 milliards de dollars. Les intérêts chinois se retrouvent davantage dans l'agriculture argentine, où ceux-ci ont déjà signé des accords d'une valeur totale d'environ 5 milliards de dollars. Au Chili, les ambitions chinoises se concentrent sur les réserves de cuivre. Quoi de plus normal lorsque l'on constate que la Chine est la plus grande consommatrice de pétrole au monde. Au Brésil, c'est le minerai de fer qui intéresse les Chinois, qui en ont importé 17,7 millions de tonnes rien qu'en juillet de cette année. En Amérique latine, la Chine se montre encore plus impitoyable qu'en Afrique. On pourrait même s'avancer jusqu'à dire qu'elle agit comme une sorte de mafia. À présent, l'Amérique latine est menacée par le risque d'un piège de la dette, et il en est de même pour tous les pays auxquels la Chine accorde des prêts. Ce piège de la dette désigne l'utilisation de grands prêts distribués par les pays impérialistes pour accélérer la confiscation des terres, des ressources stratégiques, la création de ZES, quand les pays endettés ne peuvent pas et sont en incapacité de rembourser leurs dettes. La Chine est, en somme, un usurier international qui demande à être payé. La même stratégie avait été utilisée par le FMI contre le tiers-monde, et ce pendant des décennies. Aujourd'hui, les Chinois l'ont repris comme un hobby. La Chine ne va pas piéger à elle seule tous les pays cités qui sont endettés, mais il reste une chance. Les jeux de domination entre les pays impérialistes et les pays dominés devraient être connus de tous. La puissance économique de la Chine est bien plus grande que celle de l'Équateur, de l'Argentine et de tous les pays dont nous avons parlé réunis. L'usage de ce pouvoir pour maintenir ces pays sous leurs bottes par ce piège se fait dans le cadre de leurs intérêts impérialistes. Les prêts sont un piège, terriblement attirant, surtout pour une bourgeoisie nationale en expansion, mais dangereux, inextricable par la suite. Les entreprises chinoises ainsi que l'État chinois exploitent des travailleurs du monde entier pour plus de profit. C'est de l'impérialisme à l'œuvre, sous les yeux de tout le monde. On le voit par leurs pratiques, leur volonté de constamment installer des accords de libre-échange, et ainsi de suite. Ils exportent du capital pour contrôler l'économie des pays coloniaux et semi-coloniaux et établissent des façons d'exploiter le peuple et les ressources de ces pays. Beaucoup de gens diront qu'aujourd'hui, la Chine est moins dangereuse pour le monde que ne le sont les États-Unis. Les gens pensent-ils qu'ils s'arrêteront là? Combien de temps l'URSS a pris avant de s'impliquer dans une guerre impérialiste et dans la répression des peuples, comme celui de la Tchécoslovaquie? Penser que la Chine ne s'impliquera pas dans de telles guerres, ni n'usera des mêmes pratiques que celles qu'utilisent actuellement les États-Unis, serait une bien mauvaise compréhension de la nature même de l'impérialisme. Commençons cette partie en parlant de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS. L'OCS a été fondée le 26 avril 1996, avant d'évoluer sous sa forme actuelle en 2001. Elle compte 7 États membres: la Chine, la Russie, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Inde et le Pakistan. On peut compter en plus 4 observateurs ainsi que quelques parlementaires. L'organisation s'occupe théoriquement de questions économiques, politiques et sécuritaires. En fait, on pourrait l'assimiler à un anti-OTAN. C'est aussi un partenaire de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, ou OTCS, créé par la Russie et les anciennes républiques soviétiques les plus concernées, mais qui accueille maintenant la Serbie et l'Afghanistan comme membres observateurs. Ensuite, nous avons les BRICS, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. La collaboration avec des pouvoirs impérialistes plus faibles est chose courante pour les Chinois. Même si ces deux États sont en contradiction, ils s'accordent à voir les États-Unis comme leur principal ennemi et ont développé de multiples alliances tactiques en conséquence. Alors que la Russie tente d'agir selon ses propres intérêts, sans porter trop d'importance à ses relations vis-à-vis des pays occidentaux, comme on peut le voir à l'annexion de la Crimée en 2014, les Chinois tentent de se voir bien faire le plus possible. Au sein des BRICS, ces deux États sont les plus puissants.
Officiellement, l'organisation existe comme organisation de coopération économique, politique et régionale entre les pays en voie de développement. En réalité, l'organisation vise davantage à lutter contre l'hégémonie états-unienne. Les BRICS ont pour objectif de former des substituts aux institutions américaines. Par exemple, au 5e sommet des BRICS à Durban, tous les États membres se sont mis d'accord sur la formation d'une nouvelle banque de développement, censée être une alternative à la Banque mondiale pro-américaine. Avec cette décision, la Chine a acquis plus d'accès aux programmes d'infrastructure dans le monde. Aujourd'hui, les US contrôlent toujours des investissements dans le monde par de multiples schémas. Dans une tentative de développer ces mêmes mécanismes impérialistes, les Chinois suivent les traces laissées par les méthodes américaines. Alors que l'hégémonie chinoise grandit rapidement, l'âge de l'hégémonie yankees est en plein déclin. L'empire yankee a du mal à maintenir son joug sur des pays comme l'Afghanistan, l'Irak ou la Libye. À l'intérieur de ses propres frontières, les troubles augmentent progressivement depuis le début du XXIe siècle. Mais les tigres en papier ne meurent pas en silence. Les Yankees combattront l'empire chinois naissant bec et ongles, comme c'est le cas aujourd'hui. Hong Kong est un exemple saisissant du capital américain glissant jusqu'aux mains des Chinois. La Chine ne fait pourtant pas que faire des profits. Avec la montée de l'impérialisme vient la montée de l'importance des forces armées. Si l'on se fie à l'Institut de Stockholm, la Chine a le second plus gros budget militaire au monde. Les États-Unis sont encore de très loin les plus gros dépensiers avec 649 milliards de dollars accordés en 2019. Mais la Chine augmente petit à petit ses dépenses, atteignant 250 milliards de dollars en 2018. Cela correspond à une augmentation de 83% dans leurs dépenses militaires depuis 2009. En comparaison, la Russie n'a dépensé que 63 milliards de dollars cette année, soit 1/10 des dépenses américaines. Toujours aujourd'hui, la Russie est toujours présentée comme la puissance principale d'opposition à l'hégémonie américaine. Mais il ne faut pas se laisser berner. La puissance chinoise est bien plus proche de celle des États-Unis qu'on pourrait le penser. Non seulement le prix des produits et les salaires sont plus bas qu'en Occident, mais c'est aussi le cas pour les prix de l'équipement militaire. Les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation sont plus bas que ceux de l'armée des États-Unis. On estime que la Chine est comparativement à 75% des dépenses américaines. Mais même ça ne nous dit pas tout. Avoir une perspective parfaite sur la force militaire simplement en analysant les dépenses est impossible. Les Chinois sont terriblement en retard sur le plan nucléaire. Les États-Unis ont, au total, 6185 missiles, la Russie 6490, là où la Chine n'en dispose que de 290. Pourtant, rien de risible là-dedans. Elle reste la 4e plus grande puissance nucléaire du monde. Cette hausse du budget est évidemment censée être vouée à la modernisation de l'armée populaire de libération. L'armée chinoise est supposée être capable de participer à l'avenir à des guerres impérialistes, à la fois contre les États-Unis et contre des pays sous-développés. Cela démontre en outre que la Chine ne peut développer son hégémonie qu'en déjouant d'autres nations impérialistes, comme les États-Unis, le Japon et même plus tard, si elles sont capables de défaire d'autres puissances impérialistes, la Russie. Les interventions militaires chinoises dans d'autres pays sont limitées en comparaison des US, qui même sur leur lit de mort ne peuvent rendre les armes. La Chine n'a jusqu'ici pas pris parti dans une guerre impérialiste, mais elle a soutenu, appuyé et armé une myriade d'États plus que moralement répréhensibles, ouvertement fascistes pour la plupart. D'abord, on peut rappeler le déjà mentionné régime de Bolsonaro. Mais ils ont aussi soutenu les Philippines contre le Parti communiste des Philippines, ce même parti qui lutte pour l'autodétermination, la liberté et le socialisme, et qui doit faire face à une Chine qui arme son ennemi, et ce via des investissements massifs et des armes données au gouvernement philippin. Un exemple supplémentaire serait le président tchadien Idriss Déby, dont le gouvernement avait reconnu la clique des anciens réactionnaires du Kuomintang qui avaient fui pour Taïwan. Aujourd'hui, le Tchad reconnaît la RPC après la corruption présumée de Déby et de ses officiels. Un autre exemple que nous avons déjà utilisé serait le soutien chinois au Sri Lanka, événement clé dans la défaite du combat de libération nationale tamil et dans la mise en place du régime génocidaire sri-lankais. Aussi mentionné plus tôt, l'implication chinoise au Népal et en Afghanistan. La Chine est impliquée dans la vente d'armes,
faisant d'elle le 5e plus gros vendeur international. Ses clients sont principalement le Pakistan, le Bangladesh et l'Algérie. La Chine a une base militaire à Djibouti et va, selon les estimations du Pentagone, essayer d'augmenter le nombre de ses bases tout autour du monde pour la protection de la nouvelle route de la soie. Tout ceci est évidemment un indice de la division impérialiste du monde. Si les capitalistes se partagent le monde, ce n'est pas en raison de leur scélératesse particulière, mais parce que le degré de concentration déjà atteint les oblige à s'engager dans cette voie afin de réaliser des bénéfices. Et ils le partagent proportionnellement aux capitaux, selon les forces de chacun. Car il ne saurait y avoir d'autres modes de partage en régime de production marchande et de capitalisme. Or, les forces changent avec le développement économique et politique, pour l'intelligence des événements. Il faut savoir quels problèmes sont résolus par le changement du rapport des forces. Quant à savoir si ces changements sont purement économiques ou extra-économiques, par exemple militaires, c'est là une question secondaire qui ne peut modifier en rien le point de vue fondamental sur l'époque moderne du capitalisme. La Chine est devenue une puissance sociale impérialiste. Cette assertion a été prouvée de manière globale, et nous avons apporté suffisamment de preuves pour confirmer sa véracité. Mais ce n'est pas assez pour nous. Nous souhaitons que tous les communistes arrivent d'eux-mêmes à cette conclusion, pour adopter une position anti-révisionniste et anti-social impérialiste, et rectifient tout révisionnisme arriéré qu'ils puissent trouver au sein de leurs idées ou des idées des autres. Le révisionnisme est réactionnaire. La victoire du révisionnisme est celle de la réaction. Ces socialistes autoproclamés qui vont chercher des excuses à l'État chinois, malgré les preuves accablantes de sa chute dans le révisionnisme, l'impérialisme et l'esclavage salarial, ne valent pas mieux que les réactionnaires qui défendent les centaines d'États bourgeois à travers le monde. En parlant des opportunistes de la Seconde Internationale, Lénine utilisa la phrase « socialisme en parole, impérialisme en acte ». C'est cette même description que les Chinois utiliseront pour décrire le social-impérialisme, en parlant de l'Union soviétique sous Khrouchtchev et Brejnev. Les Chinois ont qualifié la clique révisionniste du renégat Khrouchtchev et Brejnev, ainsi que de leur soutien de la même façon que Lénine l'avait fait pour parler des révisionnistes Bernstein et Kautsky. Nous pensons qu'il est approprié d'en faire de même avec la clique Hua Deng et ceux qui les suivent. Parce que c'est exactement ce que méritent ces révisionnistes. Qu'on soutienne Bernstein, Kautsky, Khrouchtchev, Brejnev ou Deng n'a pas d'importance. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils parce que tous sont révisionnistes. Et les révisionnistes sont les ennemis des masses, contre lesquels il faut combattre. En parlant du révisionnisme, le président Mao disait « Le révisionnisme nie les principes élémentaires du marxisme et nie sa portée universelle. Le révisionnisme est une des formes de l'idéologie bourgeoise. » Les révisionnistes renient la différence entre socialisme et capitalisme, entre dictature du prolétariat et dictature de la bourgeoisie. La ligne qu'ils portent n'est pas la ligne socialiste, mais la ligne capitaliste. Une de nos tâches les plus importantes sur le plan idéologique est de critiquer le révisionnisme. Kautsky et Bernstein ont nié que nous avions besoin d'une révolution ou d'une dictature du prolétariat. Khrouchtchev a nié la nécessité de la dictature du prolétariat et Deng en a fait de même depuis que lui et sa clique révisionniste ont soutenu l'institution de réformes qui ont rétabli le capitalisme et ramené l'anarchie de la production en République populaire de Chine. Ils ont renié la nécessité de la révolution culturelle, quand bien même il avait été prouvé par la pratique qu'elle était nécessaire dans la construction de la société socialiste. Cette nécessité a été prouvée quand la clique de Khrouchtchev a pris le pouvoir en Union soviétique, et sa mise en pratique quand le traître droitier Lin Biao s'écrasa avant de pouvoir fuir en URSS, et quand Deng a été expulsé du parti à de multiples reprises. Elle a échoué parce que le PCC a négligé la lutte des classes, liquidé la bande des quatre, et perdu dans sa lutte de ligne. Pour ceux qui la qualifieraient d'échec, il serait plus exact de parler de sabotage. Hua et Deng ont accusé Mao d'avoir commis des erreurs à la fin de sa vie, obstruant la réalité de sa condition de santé. Mais ils l'acclament toujours comme celui qui a libéré la Chine. Mais à l'inverse du président Mao, et contre tout ce que lui et des millions de personnes s'étaient battus,
Ils ont renié les méthodes basiques du socialisme scientifique, de la théorie prouvée par la pratique. En réalité, ils ont appliqué les méthodes des révisionnistes comme l'avait expliqué Mao et encore plus tôt Lénine quand il écrivait « On a toujours vu, au cours de l'histoire, qu'après la mort de chefs révolutionnaires populaires parmi les classes opprimées, les ennemis de ces chefs tentaient d'exploiter leur nom pour duper ces classes. Ne vous laissez pas duper. La seule raison pour laquelle ils acclament Mao, tout en persécutant les maoïstes, est de tenir leur légitimité parmi la population. S'ils ne le faisaient pas, comment seraient-ils perçus, sinon comme un ramassis de contre-révolutionnaires et un nouveau Kuomintang? La Chine prouve chaque jour qu'elle n'a rien de socialiste, et qu'en dehors de son imagerie et vocabulaire malhonnête, elle ne vise en rien le socialisme et encore moins le communisme. Elle prouve chaque jour le contraire, c'est-à-dire son caractère capitaliste, son caractère impérialiste, son caractère vorace et sournois, de dévoreur de monde en lutte avec les autres puissances de son genre pour une place hégémonique, à la recherche de la part de gâteau la plus grande, peu importe le nombre de morts dans son sillage, celle qu'elle devra encore faire pour atteindre ce but, et plus tard, s'y maintenir ainsi sauvagement que les États-Unis le font actuellement. Le monde est, comme l'a démontré Lénine, divisé entre les impérialistes. Si la Chine souhaite, et sa nature l'y oblige, s'étendre, cela se fera et se fait déjà en compétition avec ses autres impérialistes. Ce type de compétition est sanguinaire, et elle le sera au moins autant que fut celle entre les États-Unis et l'Union soviétique en son temps. Entre 1945 et 1990, eurent lieu au moins 125 guerres régionales et guerres civiles qui ont emporté avec elles au moins 40 millions de vies humaines, et forçant d'autres dizaines de millions d'êtres humains à l'immigration. Tout cela se déroulait dans le cadre de cette compétition. La même chose, si ce n'est pire, est à attendre des années qui viennent. Nous le redisons donc encore une fois, la Chine est une puissance impérialiste. Elle n'a rien de communiste ou socialiste. Elle est une puissance impérialiste montante. Elle est de ce fait un ennemi des peuples du monde, un ennemi du prolétariat international. Il n'est en aucun cas acceptable de soutenir, même critiquement, le social-impérialisme chinois. Nous concluons donc cette étude de la question « La Chine est-elle communiste ?» par les mots suivants. Mort à l'impérialisme d'où qu'il vienne. Jetons le social-impérialisme et le social-fascisme avec les ordures de l'impérialisme états-unien, européen, français, allemand et ainsi de suite. Il est de notre devoir d'avancer vers la révolution sous la bannière du maoïsme. Vive la révolution! Come all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side